L'impératrice fut conduite à l'exécution. On disait qu'elle avait maudit Sa Majesté. La jeune fille, disait-on, était aveuglée par l'amour et la jalousie et suppliait de le tuer. L'empereur était comme le soleil pour le peuple, ainsi que pour l'impératrice elle-même. Avant son exécution, le jeune homme demanda à sa femme si elle souhaitait finalement dire quelque chose. Elle dit à Sa Majesté qu'elle le maudit car c'était un hypocrite sans cœur et sans pitié. La jeune fille ajouta qu'elle lui ferait payer tous ses péchés, même ceux de l'au-delà. Lorsqu'elle demanda à son mari s'il avait quelque chose à lui dire, l'empereur ordonna l'exécution de l'impératrice. La jeune fille se demanda alors si l'homme qu'elle aimait tant était devant elle. Alexandra savait que si elle avait une autre chance, elle redeviendrait impératrice. Elle deviendrait la femme la plus noble du pays et se vengerait de l'empereur. La vie d'Alexandra a commencé à s'effondrer au moment où elle a épousé Cléo Guillaumin von Reiss, un mari aimant et le troisième fils de l'empereur. La jeune fille fit tout ce qui était en son pouvoir pour l'amener sur le trône, sans craindre de se salir les mains avec du sang ou d'abandonner sa morale. Même ses parents, le marquis et la marquise Sieglinde, assumèrent la responsabilité des crimes de Cléo et furent exécutés à sa place, lui permettant de monter sur le trône en toute sécurité. Alexandra pensait qu'il l'aimerait et la chérirait pour de tels sacrifices. Mais, en réalité, la jeune fille reçut la couronne d'impératrice et de nombreuses dots pour son mari. La chambre de l'empereur était toujours remplie d'autres femmes, et elle-même fut accusée d'avoir prétendument maudit Sa Majesté. Ainsi s'acheva la vie d'une jeune fille de 26 ans. L'impératrice fut réveillée en plein milieu de la journée par sa servante Penny. La jeune fille lui annonça qu'aujourd'hui était un jour très important pour elle. Alexandra n'en croyait pas ses yeux. Elle demanda à la jeune fille pourquoi elle était là. Elle répondit qu'elle était sa servante, ou pouvait-elle être autrement? Mais l'impératrice savait qu'elle était morte. Elle avait été tuée par des brigands à l'âge de 20 ans. Alexandra toucha son cou et pensa que c'était peut-être l'au-delà. Tout autour d'elle était si réaliste, même l'odeur de sa chambre. L'impératrice demanda à Pénélope son âge. La jeune fille fut surprise que Sa Majesté lui pose cette question, car elle-même avait organisé une cérémonie de passage à l'âge adulte pour elle 2 mois plus tôt. Le souverain lui demanda alors son âge. La servante répondit qu'elle avait 21 ans. Alexandra sauta du lit et courut vers le miroir. La jeune fille comprit qu'aujourd'hui était le jour inoubliable, son mariage. Alexandra se vit en robe de mariée et demanda à Pénélope si elle avait bien compris. Penny fut surprise et demanda à Sa Majesté si elle se sentait bien. L'impératrice répondit qu'elle se sentait simplement étourdie et demanda à la jeune fille de quitter la pièce un instant. Quand Penny est partie, Alexandra lui a pincé la joue pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Cela signifiait qu'elle avait une autre chance. Dieu avait entendu ses prières et elle avait maintenant l'occasion de venger sa mort sur ce scélérat. La jeune fille se demandait ce qu'elle devait faire. La cérémonie de mariage allait bientôt commencer et elle savait que si elle devait fuir, c'était maintenant. Mais avant de mourir, Alexandra se jura de monter sur le trône. Avant son exécution, elle décida qu'elle redeviendrait une noble impératrice et rendrait à Cléo toutes les souffrances, la douleur et l'humiliation qu'elle avait endurées. Alexandra décida donc de ne pas s'enfuir, mais de changer de vie pour que Cléo soit à la tête de la famille et non elle. L'impératrice appela Penny et lui demanda de quoi elle avait l'air. Pénélope regarda Sa Majesté et dit qu'elle était la plus belle du monde. Lorsqu'une autre servante lui demanda si elles étaient prêtes, Sandra y réfléchit. Dit « Si... » La jeune fille se demandait si elle pourrait enfiler le masque et jouer son rôle, sachant qui était vraiment son futur mari. Était-elle sûre que ce serait lui qui perdrait la tête et non elle? Il lui semblait que c'était l'occasion idéale de s'enfuir et de vivre une vie heureuse avec un autre homme, en l'oubliant. Est-il possible de se venger sans être sa femme? Mais Sandra sentait toujours la lame froide qui lui avait coupé le cou, et elle décida qu'elle ne pouvait pas vivre sans oublier tout ce qu'il lui avait fait à elle et à sa famille. À la cérémonie de mariage, tout était comme ce jour-là. Cléo se tenait près du prêtre et disait à Alexandra qu'elle était belle. Elle lui sourit et le complimenta en retour. Le prêtre a demandé si Alexandra Giovanna Gonzaglinda acceptait d'épouser Cléo Guillaumin von Reiss, de l'aimer sincèrement et de lui rester fidèle au fil des années. La fille dit oui. Quand Cléo fit serment de l'aimer et de lui être fidèle,
Sandra eut envie de crier qu'il mentait. Elle voulait que Dieu le punisse pour ce qu'il lui avait fait. Elle croyait que Dieu devait le punir pour la terrible et ignoble trahison de sa femme qui lui avait été si fidèle. C'est pourquoi Alexandra jura intérieurement de haïr son mari. « Je jure que je ne l'aimerai plus jamais, ni ne lui serai fidèle, mais que je le maudirai et le haïrai. » se dit la jeune fille, et ils furent déclarés mari et femme. Ils scellèrent leurs vœux par un baiser et échangèrent leurs alliances. Il n'y avait plus de retour en arrière possible et elle ne pouvait plus s'échapper. Avant sa mort, Sandra jura de se venger. Et la voici. Après la cérémonie officielle, les invités se sont approchés d'Alexandra pour la féliciter. 2 jeunes filles sont venues la féliciter et lui ont dit qu'elle avait beaucoup de chance avec son mari. La mariée répondit qu'elle était très heureuse. Une autre dame demanda s'il était vrai qu'elle avait elle-même demandé le 3e prince en mariage. Sandra avait autrefois tellement aimé Cléo qu'elle l'avait demandé en mariage. Maintenant, elle pensait avoir été stupide de ne pas choisir l'un de ses autres frères princes. Lorsqu'il l'appela, la jeune fille se souvint que les autres dames trouvaient que le prince Cléo doux et charmant. Alexandra dit à son mari qu'elle était très heureuse de le voir. Cléo a demandé à sa femme de danser avec lui et Sandra a accepté, ajoutant qu'elle serait heureuse de lui offrir cette danse. La jeune fille a décidé qu'elle devait jouer un rôle. Pour y parvenir, elle devait se défaire de la haine destructrice qui avait envahi son âme et devenir une jeune fille pure, noyée dans son amour pour lui. Le prince lui demanda si elle était fatiguée. Alexandra répondit qu'elle était heureuse avec lui et lui demanda comment il se sentait. Cléo répondit qu'il était heureux quand elle était avec lui. La jeune fille se demanda s'il lui mentait. Après tout, ils avaient passé de bons moments ensemble. Sandra était triste et le prince Cléo s'en aperçut. Elle répondit qu'elle se souvenait de ses parents et qu'elle vivrait loin d'eux. Le prince, surpris, dit que ses parents pourraient venir au palais impérial quand ils le souhaiteraient. Il ajouta qu'elle pouvait aussi y aller quand elle le souhaitait. Alexandra répondit à son mari qu'il avait raison. Mais la jeune fille ajouta qu'elle aimait vivre au palais. Après tout, cet endroit est majestueux et magnifique, mais il recèle aussi une grande quantité de poison. Le prince Cléo a promis à sa femme qu'il prendrait soin d'elle. Mais Sandra savait déjà que le poison le plus terrible du palais, c'était lui. La jeune fille surmonta ses émotions et dit à Cléo qu'elle lui faisait confiance. Lorsque la mélodie de la danse prit fin, le prince dit à sa femme qu'il devait parler à ses parents, le marquis et la marquise Sieglinde, et qu'il pourrait ensuite se reposer. Cléo se pencha vers elle et dit doucement à Lexie de l'attendre dans leur nouvelle chambre ce soir-là. Et puis, Alexandra se souvint que ce soir serait leur nuit de noces. Le prince embrassa sa femme sur le front et partit. Olexa ne savait que faire, car elle ne voulait pas s'approcher de ce vaurien et ses baisers à eux seuls la rendaient malade. La jeune fille décida qu'il lui fallait trouver une solution urgente pour éviter cette proximité. Après réflexion, elle appela sa femme de chambre, Penny. Elle demanda à la jeune fille si elle prenait des somnifères. Pénélope répondit qu'elle en prenait parce qu'elle souffrait d'insomnie. La princesse lui demanda alors de lui en donner. La servante savait que sa maîtresse dormait bien, elle fut donc un peu surprise. Alexandra lui dit qu'elle se sentait très fatiguée ces derniers temps. Penny promit d'apporter les somnifères immédiatement et de n'en parler à personne, comme sa maîtresse le lui avait demandé. Sandra se sentit un peu rassurée, sachant qu'il lui serait plus facile de passer la nuit. Soudain, derrière elle, la jeune fille entendit une voix familière. L'homme lui demanda pourquoi elle était seule et où était allé le prince Cléo. La femme prit alors la parole. Sandra se retourna et reconnut ses parents, morts depuis longtemps. Elle cria « Maman, papa !» et courut les serrer dans ses bras. Le père dit à sa fille qu'elle était désormais une princesse et qu'elle ne devait donc pas agir ainsi. Mais la fille répondit qu'elle était très heureuse de les voir. Sandra décida qu'elle ne les laisserait pas être sacrifiées. Maman a demandé à Lexie pourquoi elle se comportait si bizarrement aujourd'hui. La fille a répondu qu'elle lui manquait beaucoup. Papa lui a rappelé qu'elle s'était déjà vue ce matin. Il ajouta que d'autres personnes, en les voyant, pourraient penser qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 1 an. Le marquis demanda à sa fille si son mari l'avait offensée d'une manière ou d'une autre, s'il ne lui prêtait pas assez attention. Alexandra a dit à ses parents qu'elle allait bien et que son mari prenait soin d'elle. Elle a ajouté qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle voulait donc leur dire quelque chose.
La fillette demande s'il serait toujours à ses côtés. La mère répondit que bien sûr, il le serait, car c'étaient ses parents. Le père ajouta qu'ils ne pouvaient pas trahir leur propre fille. Sandra a alors demandé à ses parents de ne se sacrifier pour elle sous aucun prétexte. Ils ont été très surpris par ces paroles et sa mère lui a demandé pourquoi elle disait cela. La femme demanda à sa fille de lui raconter ce qui s'était passé. Alexandra voulut lui dire qu'elle s'était sacrifiée pour elle, mais elle répondit qu'il ne s'était rien passé. La fille a dit à ses parents que tout peut arriver dans la vie, alors elle leur demande vraiment de ne jamais se sacrifier pour elle si elle ne le veut pas. Son père répondit que sa demande était assez étrange, mais que lui et sa mère l'écouteraient. Olexa remercia ses parents de leur compréhension et vit Cléo s'avancer vers eux. Le marquis et la marquise Sieglinde s'inclinèrent et saluèrent « Son Altesse, le prince Cléo ». Le prince les invita à rester un peu plus longtemps au palais. Le marquis le remercia de l'invitation, mais déclara qu'il ne voulait pas déranger les jeunes mariés. Le père serra la main du prince et lui demanda de prendre soin de sa fille. Le prince Cléo répondit que leur fille était la plus belle et la plus sage de tout l'Empire, et que c'était un grand honneur pour lui de la prendre pour épouse. Le marquis déclara alors qu'il n'aurait pu espérer mieux que d'entendre de si aimables paroles de sa part. Les parents souhaitèrent au jeune couple une vie conjugale heureuse. Cléo leur promit de faire de leur fille la femme la plus heureuse de l'Empire, et Lexie promit à ses parents de faire de même pour son mari. Les parents dirent au revoir à leur fille et partirent. Les jeunes mariés devaient rencontrer Sa Majesté l'Empereur, père du prince Cléo. Alexandra savait qu'elle devait être très forte, car sa vengeance ne faisait que commencer. Lorsqu'ils furent appelés à une audience avec l'empereur et l'impératrice, la jeune fille s'inclina devant l'empereur et dit « Gloire éternelle au souverain des Reilles ». L'empereur félicita la princesse et lui demanda si elle avait eu beaucoup de mal à préparer le mariage. Alexandra remercia Sa Majesté pour son inquiétude. L'empereur lui demanda alors si elle avait rencontré des difficultés lors de la cérémonie de mariage. Il ajouta qu'il avait entendu dire que la jeune fille avait fait des préparatifs particuliers. Sandra trouvait amusant que l'empereur dise de telles choses, car en réalité, il ne se souciait jamais de ses fils. Le prince Cléo raconta à son père que grâce à lui, leur cérémonie s'était parfaitement déroulée. Après cela, l'empereur s'est tourné vers Alexandra en supposant qu'elle se sentirait un peu en insécurité dans le palais pendant un certain temps, car elle était encore assez jeune. L'impératrice Telsia, assise à côté de l'empereur, rit et lui rappela qu'Alexandra n'était pas si jeune, ajoutant qu'elle était devenue impératrice à l'âge de 3 ans. Sandra savait que l'impératrice Telsia n'était en aucun cas une adversaire facile, car elle constituait un sérieux obstacle à l'accession de Cléo à l'Empire. On aurait dit qu'elle avait des vues sur Alexandra dès le début. Elle a son propre fils, le 2e prince, et n'aime donc pas la femme du 3e prince. La jeune fille pensait l'avoir déjà vaincue, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle pouvait baisser sa garde. La princesse dit à l'impératrice qu'elle était magnifique. La mariée a ajouté qu'aujourd'hui, elle était remplie d'excitation du fait qu'elle venait de devenir princesse et que Sa Majesté, à cet âge, était déjà devenue la mère de tous les habitants de l'Empire. Alexandra a déclaré que cela lui procurait un profond respect pour l'impératrice. En réalité, elle n'a fait que revenir au point de départ de leur relation. Tout comme alors, Alexei avait simplement besoin de dissiper tous ses doutes à son égard. L'impératrice Telsia espérait que la jeune fille s'habituerait rapidement à la vie au palais. Telsia ajouta que la gestion du palais impérial appartenait à l'impératrice et qu'Alexandra aurait le contrôle total du palais Jen, où elle vivrait avec son mari. L'impératrice annonça que la jeune fille réussirait, car elle était issue d'une famille noble et éminente. La princesse s'inclina et demanda de l'aide pour certaines affaires. Alexandra a ajouté qu'elle n'était pas sûre d'être prête pour un rôle aussi important de princesse. Elle craignait également de ne pas comprendre certains aspects de la gestion des subordonnés. Elle souhaitait donc s'appuyer sur les recommandations de l'impératrice. Telsia répondit à la princesse qu'elle pouvait la contacter si elle avait des questions. L'impératrice déclara alors qu'il était impoli de retenir les jeunes mariés et leur dit au revoir. Le prince Cléo la remercia de son attention. Les jeunes mariés s'inclinèrent et partirent. Lorsqu'elles furent un peu plus loin, Cléo demanda à Lexie si les paroles de l'impératrice la contrariaient. La jeune fille répondit que ce n'était pas grave, car Sa Majesté ne voulait rien de mal.
Alexandra ajouta qu'en tant qu'impératrice, il était tout à fait naturel de contrôler tout le monde. D'autant plus que la question de la succession au trône n'était pas encore résolue. L'empereur a un premier fils de l'impératrice Vincentia, un second de l'impératrice Telsia et un troisième fils, Cléo, de la défunte seconde impératrice. Leur mère se dispute également la place d'héritière. Sandra s'est jetée au cœur même de ce cycle de désirs. Cléo lui a demandé s'il pouvait la protéger ou survivre seule. La jeune fille a répondu qu'ils devaient se protéger l'un l'autre. La princesse promit à son mari de le faire empereur. Lexie ajouta qu'il devait survivre. Et elle pensa que c'était nécessaire pour se venger de Cléo. Elle avait depuis longtemps décidé de lui planter une lame dans le cou au moment de son triomphe. Mais pour l'instant, Sandra suggéra à son mari d'oublier tous ses soucis et de se rendre au palais de Gênes. Cléo ne s'en souciait pas, car la journée avait été plutôt difficile pour eux deux, et Alexandra pouvait alors commencer sa vengeance. Au palais, les servantes accueillirent la nouvelle maîtresse. Le palais de Gênes fut autrefois la résidence du troisième prince et de sa famille jusqu'à la mort de l'empereur. Ces servantes servirent fidèlement Alexandra jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. Cléo demanda à sa femme, inquiète, si elle aimait le palais. Lexie répondit qu'elle l'aimait beaucoup. En fait, elle l'aimait bien plus que lui. Elle se sentait chez elle ici. Mais malgré sa trahison, les servantes de ce palais travaillèrent pour Sandra jusqu'au bout, tout comme elle avait autrefois travaillé pour lui. Alexandra sourit à son mari et lui suggéra de monter dans ses appartements pour la retrouver plus tard pour leur nuit de noces. Cléo accepta et l'embrassa doucement sur le front. Avant son retour, la distance entre leurs chambres avait semblé très longue à la jeune fille, mais maintenant elle était trop courte. Sandra en avait mal au cœur. En entrant dans sa chambre, Alexandra a dit que tout était magnifique. La femme de chambre a dit qu'elle avait tout fait pour que tout soit à son goût. Mais comme ils ne se connaissaient pas, les serviteurs décorèrent la chambre selon les souhaits de son Altesse concernant sa future épouse. Alexandra remercia Élovène pour la chambre. La servante fut très surprise que la princesse connaisse son nom, puisqu'elle ne s'était pas encore présentée. Sandra comprit qu'elle avait mal parlé et qu'il fallait agir. La princesse répondit qu'elle avait entendu le prince Cléo l'appeler. La servante la crut et Sandra soupira. Elle demanda aux domestiques de la préparer pour la visite du prince. Élove dit qu'il lui préparerait d'abord un bain. Alexandra comprit qu'aux yeux des domestiques, elle n'était qu'une jeune femme impatiente de sa nuit de noces. Mais ils ignorent tout des pensées qui tourbillonnent dans sa tête. Ainsi, elle sera en sécurité pour un temps. Dans ce palais, pour tous, elle n'est qu'une jeune femme ordinaire. Alexandra n'eut pas d'enfant, même après être devenue impératrice, et Cléo n'en avait jamais rêvé. Elle pensait que c'était par affection pour elle ou par manque d'amour. Après s'être habillée, la princesse demanda aux servantes de la laisser seule afin qu'elle puisse se préparer pour la visite du prince. La jeune fille ajouta un somnifère à un verre de vin. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La princesse demande aux serviteurs de lui amener le prince Cléo. Sandra comprit qu'elle devait souffrir un peu et endurer pour assouvir sa vengeance. Cléo demanda à sa jeune femme si c'était vraiment sa première fois. Elle répondit que oui. Puis elle suggéra qu'ils boivent du vin avant. Alexandra a dit au prince qu'elle n'arrivait toujours pas à croire qu'ils étaient désormais mari et femme, ajoutant que c'était comme un rêve pour elle. En fait, c'était un très mauvais rêve et je ne pourrais plus me réveiller. Mais Sandra devait jouer son rôle. Cléo répondit qu'il pensait lui aussi que c'était impossible. Le jeune homme a avoué que lorsqu'elle l'a demandé en mariage, il n'arrivait pas à croire que ce n'était pas un rêve. La princesse a avoué avoir été très inquiète à ce moment-là. Elle ajouta qu'elle craignait que son Altesse ne la refuse. Cléo répondit qu'il n'oserait jamais refuser une fille aussi belle et intelligente qu'elle. Le prince avoua à sa femme que c'était un immense bonheur pour lui qu'elle l'ait choisie. Sandra comprit que pour lui, c'était une chance, et pour elle, un terrible malheur. Après tout, c'était elle qui avait du sang sur les mains, pas lui. Lexie avait fait tout le sale boulot juste pour qu'il lui avoue son amour. La jeune fille se ressaisit et lui répondit. Elle dit qu'elle était également très heureuse que le plus bel homme de tout l'Empire soit désormais son époux. Mais Cléo rappela à sa femme que la vie au palais impérial n'était pas si paisible. Le jeune homme dit qu'il y aurait parfois des difficultés, mais qu'il serait capable de la protéger.
Le prince demanda à sa femme si elle lui faisait confiance. La jeune fille répondit qu'elle lui faisait confiance comme s'il était le sien. C'était comme ça avant. Elle lui faisait entièrement confiance. Il lui avait promis de la protéger, de l'aimer pour toujours. Mais il l'avait trahie et elle ne comprenait pas pourquoi Cléo avait autant changé avec le temps. Alexandra dit qu'elle le croyait et Cléo lui demanda pourquoi elle pleurait. La jeune fille comprit qu'elle ne pouvait pas commettre une erreur aussi stupide. Elle décida qu'elle n'avait plus besoin de ses sentiments. Après avoir bu du vin, Cléo commença à embrasser Lexie et la jeta sur le lit. Sandra était effrayée, mais elle se rassura en se disant qu'il fallait attendre un peu et que le somnifère ferait bientôt effet. Elle l'embrassa en retour, pensant que ce serait bientôt fini. Cléo l'embrassa dans le cou et lui dit qu'il l'aimait. Sandra avait rêvé de ces mots, mais maintenant, elle s'en fichait. Elle se demandait simplement s'il était si gentil avec un cœur pur. Elle priait pour que cela cesse bientôt. Lorsque le prince s'endormit, la jeune fille, soulagée, le repoussa. Lexie prit la lame et se coupa la jambe spécialement pour tacher le drap de sang. Puis, au matin, le prince croirait que tout s'était passé, et il ne s'en souviendrait tout simplement pas après le vin. Elle tenait la lame dans ses mains et songeait à la façon dont elle pourrait facilement le tuer, maintenant. Mais la jeune fille refusait, car ce serait une mort facile pour lui. Au matin, à son réveil, le prince dit qu'il se souvenait seulement de la façon dont il était entré en elle et que tout le reste était comme un brouillard. Sandra rit et dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il ne se souvienne de rien. Cléo s'excusa auprès de sa femme d'avoir trop bu et de ne plus se souvenir de rien. Le prince lui dit qu'il l'aimait et la serra fort dans ses bras. Lexie ne savait pas s'il lui mentait. Elle se demandait s'il avait tout bien calculé dès le départ ou s'il s'était désintéressé d'elle avec le temps. Mais Sandra décida que cela n'avait pas d'importance. Quelle que soit la vérité, elle n'a aucune intention d'arrêter sa vengeance. La jeune fille dit qu'il était temps pour eux de se lever pour saluer l'empereur et l'impératrice. Quand Cléo remarqua du sang sur les draps, il demanda à sa femme s'il lui avait fait du mal. Lexie répondit qu'il avait été très doux et attentionné avec elle. Alexandra voulait que son mari autrefois bien-aimé récupère lentement mais douloureusement tout ce qu'il lui avait fait. Et elle n'allait pas s'arrêter. Dans le palais impérial, tout était exactement comme ça. Des choses élégamment belles, derrière leur attrait trompeur, cachent des lames tranchantes détournant l'attention afin de vous posséder. Au matin, l'impératrice demanda aux jeunes mariés s'ils s'étaient reposés. La princesse Alexandra s'inclina et déclara qu'elle avait pu bien se reposer grâce à sa majesté. L'impératrice répondit qu'elle était ravie d'entendre cela. C'était l'impératrice Vincentia, la mère du premier prince. Sandra ne comprenait pas comment elle pouvait avoir l'air si affectueuse. Dans sa vie passée, Lexie avait cru à son doux sourire et la pensée bonne. Mais maintenant, l'impératrice Vincentia n'avait plus qu'une apparence. L'empereur interrompit les pensées d'Alexandra et dit qu'il entendrait probablement bientôt de bonnes nouvelles, faisant allusion aux enfants du prince et de la princesse. L'impératrice Vincentia interrompit sa majesté. Elle demanda à son mari de ne pas se précipiter, car les deux princes n'étaient pas encore mariés. Alexandra sourit faiblement. La pièce de l'impératrice l'amusait. L'impératrice Telsia, assise de l'autre côté de l'empereur, demanda à Vincentia quand le premier prince allait se marier. Il avait alors 26 ans. Sachant que la plupart des nobles se marient avant 20 ans, le premier prince est déjà très en retard. Vincentia répondit qu'elle craignait de ne pas assister à son mariage. Telsia demanda si les idéaux de sa belle-fille n'étaient pas trop élevés. Elle ajouta que la princesse royale, comme sa mère, était très exigeante. L'impératrice Vincentia est la duchesse d'Igalel, et sa mère était une princesse du royaume de Lophèse. Normalement, un tel mariage ne poserait aucun problème. Mais ici, dans l'Empire des rois, où la pureté du sang est valorisée, la noblesse métisse n'est pas la bienvenue. Pour la reine, qui dès son plus jeune âge ressentait un énorme sentiment d'infériorité par rapport à ses origines, le sujet de la maternité était très délicat. L'impératrice Telsia, qui était un cran au-dessus d'elle en termes de statut, ne s'en offusqua pas. Vincentia répondit qu'elle ferait tout son possible pour que le prince épouse une princesse belle et intelligente. Telsia déclara alors qu'il serait mal que le second prince se marie avant le premier. Vincentia, surprise, lui demanda s'il avait une fiancée. Telsia répondit qu'il la retrouverait bientôt.
L'empereur interrompit leur conversation et les réprimanda pour avoir fomenté une confrontation devant les jeunes mariés. Sa Majesté dit au prince qu'il pouvait aller se reposer, et il rappela à la princesse qu'elle devrait s'adapter à la vie dans le palais impérial. Alexandra remercia Sa Majesté pour son inquiétude, mais se dit qu'il n'avait absolument pas changé. Elle se sentit même un peu inquiète. Cléo remarqua que sa femme ne se sentait pas bien et lui demanda si elle allait bien. Il ajouta qu'elle ne devait pas prêter attention aux propos de son père concernant les enfants. Sandra elle-même ne comprenait pas comment elle avait pu demander au prince pourquoi il ne voulait pas d'enfants avec elle. Cléo, tout excitée, demanda à Alexis ce qui n'allait pas chez elle. Le jeune homme répondit que ce n'était absolument pas le cas et qu'il n'était pas contre les enfants. Sandra expliqua alors qu'elle aimerait l'entendre dire qu'il ferait tout son possible pour que cela se réalise. Cléo répondit qu'élever un enfant lui semblait être une tâche fastidieuse et qu'il ne voulait donc pas la surcharger. Mais si elle désirait tant un enfant, il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Lexi se sentait encore plus mal. Chaque fois qu'il se montrait si gentil avec elle, elle ressentait une douleur qui lui serrait la poitrine. Car elle se souvenait clairement de ce jour et de ces paroles qui avaient déclenché son exécution. Et elle se souvient clairement de la haine qu'elle ressentait alors. Le prince Cléo s'excusa auprès de sa femme de l'avoir attristée. Alexandra le serra fort dans ses bras et lui dit que tout était de sa faute. La jeune fille ajouta qu'elle était très fatiguée, ce qui la rendait plus sensible. Elle ajouta qu'elle n'était pas pressée avec lui et les enfants, d'autant plus qu'ils pourraient encore profiter ensemble pendant leur lune de miel. Lexi a dit à son mari qu'elle était simplement contrariée, pensant qu'il ne voulait pas d'enfants avec elle. Mais en réalité, sa réponse ne changerait rien pour elle. Même s'il voulait des enfants, cela ne changerait rien à sa haine ni ne compenserait sa trahison. Cléo répondit que ce n'était pas parce qu'il voulait des enfants comme elle. Le jeune homme ajouta qu'il ne voulait tout simplement pas lui imposer une telle responsabilité. Le prince lui dit qu'il l'aimait et serra Lexi dans ses bras. La jeune fille répondit qu'elle l'aimait aussi. En fait, ses aveux ne firent qu'accroître sa colère. Elle le haïssait. Ce jour-là, son amour pour lui disparut à jamais. Bien qu'ils soient devenus mari et femme, les jeunes mariés passaient très peu de temps ensemble, comme c'était la règle au palais impérial. Pour Sandra, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle demanda à sa servante quels étaient les projets du prince Cléo pour la journée. 11 répondit qu'il avait des cours d'escrime le matin et des cours de culture le soir. Thomas II n'osait autoriser aucun de ses fils à participer aux affaires de l'État afin d'éviter des conflits imprévus entre eux. Après tout, l'héritier du trône n'avait pas encore été choisi. Cependant, Thomas II veilla à ce que tous ses enfants reçoivent une bonne éducation afin que leurs frères puissent aider l'empereur. Ce ne serait pas si mal si les princes étaient de même origine. Mais leurs mères sont différentes et se disputent entre elles, ce qui fait que le souhait de Thomas II relève davantage de l'utopie. Alexandra se demandait ce qu'elle ferait si elle était empereur. Tout d'abord, elle choisirait un héritier, et les autres ne recevraient pas d'éducation. Bien sûr, cela paraît cruel, mais c'est le meilleur moyen de renforcer le pouvoir impérial. Elle se demandait à quoi pensait Thomas II en ce moment. Elle lui demanda quels étaient ses projets pour la journée. 11 répondit que la princesse pouvait faire ce qu'elle voulait car elle était libre aujourd'hui. La servante ajouta qu'elles avaient reçu un message de la marquise Sieglinde annonçant l'arrivée prochaine de Dame Pénélope. Sandra sourit et demanda à Eloven de tout expliquer à Pénélope à son arrivée afin qu'elle puisse s'habituer plus vite à son nouvel endroit. Elle ajouta qu'elle était plutôt intelligente. Alexandra décida que la première chose à faire était de trouver quelqu'un qui partagerait avec elle ce chemin de vengeance du début à la fin, et cette personne devait être Pénélope. Bien qu'Eloven fût également une demoiselle d'honneur fidèle, elles devinrent amies bien plus tard. Connaître l'avenir était l'avantage indéniable de la princesse Alexandra. Mais tout ce qu'elle a vécu ne sera pas pareil. Sa connaissance de l'avenir et ses actions actuelles peuvent influencer l'avenir. La servante de la princesse, Eloven, frappa à sa porte et l'informa de l'arrivée de Dame Pénélope. Elle ajouta qu'elle l'avait déjà présentée et installée dans la chambre des domestiques. Alexandra dit à Eloven qu'elle aimerait dîner avec Pénélope. Surprise, la servante voulut dire quelque chose, mais la princesse lui demanda d'appeler Penny. Elle ajouta qu'aujourd'hui était un jour spécial, donc cela n'arriverait qu'une fois. Lorsque la servante fut partie, Sandra pensa qu'elle ne devait pas sous-estimer l'ennemi qu'elle avait tué dans sa vie passée.
Après tout, son avenir est en train de changer. Joyeuse Penny entra dans la chambre de la princesse et la salua selon les règles de l'étiquette. Alexandra trouva cela très inhabituel. La princesse prit la fille par la main et lui dit qu'elle était sa meilleure amie et la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Sandra lui répondit qu'elle avait beaucoup de choses à faire et qu'elle seule pouvait les faire. Pénélope sourit et dit qu'elle ne savait pas comment elle pourrait être utile à son Altesse, mais qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire. Lexie voulait que son amie fidèle l'aide à se venger. Mais d'abord, la princesse a donné à la servante de la nourriture délicieuse, puis a dit qu'elle avait besoin d'en apprendre autant que possible sur tous les parents éloignés de la famille impériale. L'objectif d'Alexandra était de faire de Cléo l'empereur, puis de le trahir en devenant impératrice régnante. Qu'est-ce qui pourrait bien causer une douleur aussi terrible à une personne devenue empereur? Elle pourrait répondre à cette question en se basant sur sa propre expérience. La couronne qu'il portera doit lui être retirée et sa femme doit la mettre sur quelqu'un d'autre. Ce sera la douleur du renoncement et celle de la trahison. Il ne pourra pas y survivre, tout comme elle autrefois. Et pour y parvenir, elle a besoin de quelqu'un qui aspire à devenir empereur. Mais cet homme lui sera fidèle jusqu'au bout. Pénélope, surprise, lui demanda si elle avait bien entendu qu'elle devait se renseigner sur les parents éloignés de la famille impériale. Alexandra expliqua à Penny qu'elle devait se renseigner sur les hommes âgés de 16 à 29 ans, et ils devaient aussi être célibataires. Sinon, cela augmenterait le risque que quelqu'un les découvre. Et Sandra ne voulait prendre aucun risque. Pénélope dit qu'elle comprenait tout et promit de compiler rapidement la liste complète des hommes. La princesse rappela également à Penny que tout cela devait rester secret. Personne ne devait le savoir, pas même ses parents et son mari. La servante fut surprise, mais promit de garder le silence. Pénélope demanda quand cela devait être fait. Alexandra répondit qu'elle en avait besoin le plus vite possible, le plus précisément possible, le plus précisément possible et le plus secrètement possible. Lorsque Penny apporta à la princesse une grosse pile de papier, Sandra fut très surprise. La servante dit qu'elle avait accompli la tâche de son Altesse avec le plus de minutie possible. La jeune fille ajouta qu'elle-même ne s'attendait pas à ce que la famille impériale soit si nombreuse. Alexandra répondit qu'elle-même était surprise et demanda comment elle avait réussi à tout faire si vite. Pénélope a déclaré qu'elle avait classé tous les hommes par ordre de parenté, Thomas étant le deuxième. La jeune fille a ajouté qu'il lui avait fallu un peu plus de temps pour le faire en secret. La princesse félicita la servante pour son excellent travail et commença à étudier les papiers dès le départ de Penny. Elle rejeta d'emblée plusieurs candidatures car elles ne lui convenaient pas du tout. L'un d'eux était indiscipliné et ne savait absolument pas se soucier des autres. Sandra ne comprenait pas comment on pouvait diriger un empire si on ne savait pas gérer son propre territoire. Un autre homme était une tapette pessimiste et indécise. Un autre était un pervers au passé étrange avec les femmes. Et un autre encore avait perdu toutes ses économies au jeu. Lexie n'arrivait pas à croire qu'il restait si peu de candidats qui lui correspondaient. Cet empire accordait une grande importance aux liens de sang entre les dirigeants. Elle ne pouvait donc pas s'éloigner de Thomas II. Elle avait besoin de quelqu'un capable de prouver ses capacités et sa compétence, dépassant les 3 conséquences de la parenté. Sinon, il ne pourrait pas réprimer l'opposition de la noblesse. Alexandra pensait ne jamais trouver un tel candidat. Mais soudain, elle vit le nom de Lakis Brio-Din Onrus et se souvint qu'il était lui aussi membre de la famille impériale. Laki Brio, doyen Onrus, est l'homme qu'elle a enterré dans une vie antérieure. Il est le cousin germain et le neveu germain de Thomas. En d'autres termes, Lakis est le grand-oncle de Cléo. Contrairement à ses cousins, il régnait sur les régions frontalières plutôt que de résider dans la capitale. Le plus étrange était qu'à notre époque, il ne se trouvait pas dans le duché d'Ornus, au sud de l'Empire, mais dans le duché d'Erneb, situé dans la partie nord de l'Empire des rois. Les raisons pour lesquelles il avait choisi Erneb plutôt que le territoire plus pratique d'Ornus étaient inconnues, et les opinions divergeaient, certains pensant qu'il s'agissait de loyauté envers l'Empire et de patriotisme. Parce qu'il avait en lui le sang de son père, le plus jeune commandant de cavalerie, la plupart des gens pensaient qu'il essayait ainsi de protéger l'Empire des forces extérieures. Mais Alexandra pensait autrement.
Bien qu'elle ne l'ait vu que 2 fois dans sa vie, elle voyait en lui le genre d'homme prêt à tout pour atteindre son objectif. Elle revit dans ses yeux la même expression qu'elle. L'espace d'un instant, elle crut qu'il était prêt à lui mordre la gorge. C'était le genre d'homme prêt à tout pour l'écraser. Sandra lut les informations que Penny avait préparées pour elle. Lakis Brio, doyenne Onrus, 26 ans, duc d'Ornus et comte d'Erneb. Son père est mort à la guerre alors que Lakis était encore dans le ventre de sa mère. Né sans père, il excellait en escrime dès son plus jeune âge. Doté d'un esprit brillant, il hérita du commandement de la maison d'Ornus de ses parents à l'âge de 14 ans. Il vit désormais dans le comté d'Erneb, retenant son souffle. Alexandra savait que ce n'était pas la vie dont il avait rêvé. Dès qu'elle vit son regard, elle comprit qu'il ne s'agissait pas du regard de quelqu'un qui se contenterait de défendre la frontière. Puis elle comprit qu'il était dangereux. Il était celui qui reviendrait un jour au palais impérial et s'emparerait du trône. C'était l'image qu'elle avait de lui dans sa vie passée. C'est pour ça qu'elle l'a tué. Mais la situation a changé. D'abord, elle n'aime plus Cléo autant qu'avant. Ensuite, elle a besoin d'un allié ambitieux et intelligent. Si son évaluation de Lakis s'avère exacte, il ne refusera pas de coopérer. Mais la seule question est alors de savoir si elle pourra le tuer avec autant de succès qu'avant. Sandra se souvenait encore très bien des efforts qu'elle avait déployés pour le tuer. Ils avaient passé un temps considérable à chercher ses points faibles, cherchant sans cesse des personnes de son entourage. Ils répandirent également des rumeurs et semèrent le doute à son sujet dans la société. Tout cela eut un effet croissant, et Lakis fut finalement exécuté pour trahison. Cet homme était mort innocent. C'était si difficile de le gérer. Vu ses capacités et son ambition, Lexi savait qu'elle ne devait pas en faire son ennemi cette fois-ci. Bien sûr, rien ne garantit que le jeune homme acceptera sa proposition. Mais en cas de refus, elle devra se débarrasser de lui de toute urgence pour que personne ne découvre ses projets. Maintenant qu'elle avait trouvé un homme capable de l'aider, la princesse se trouvait face à un autre problème. Comment le rencontrer? Sandra ne savait pas sous quel prétexte le contacter. Elle n'avait aucune excuse pour rencontrer le cousin de Cléo. La distance qui les séparait était trop grande pour qu'elle puisse y aller seule. Envoyer des lettres personnelles avec un texte était également dangereux. Cela signifiait qu'elle devait le rencontrer en personne. Olexa ne comprenait toujours pas comment s'y prendre. Lakis ne visite son propre territoire, le duché d'Ornus, que 2 fois par an. Il n'a aucune raison de se rendre dans la capitale impériale, avec laquelle il n'a aucun lien. Et il n'était pas question du palais impérial. Tandis qu'Alexandra réfléchissait, on frappa à sa chambre et on lui annonça que Lady Denalis était arrivée et souhaitait voir son Altesse. Sandra comprenait très bien que l'opportunité qui lui était offerte de revenir n'était rien d'autre qu'un privilège incompréhensible lui permettant de corriger les erreurs du passé. Elle décida donc d'en profiter activement. Lady Denalis della Linois de la maison de Linois salua la princesse Alexandra et, conformément aux règles de salutation de l'Empire Reyes, dit « Gloire éternelle au souverain de Reyes ». La jeune fille ajouta qu'elle rêvait depuis longtemps de rencontrer son Altesse. Alexandra salua Lady Denalis et lui rappela qu'elle n'appréciait guère ce genre de salutation. Denalis était la fille aînée légitime du comte linois. Sandra ne la voyait pas souvent, mais elle se fréquentait régulièrement lors d'événements mondains dans leur vie passée. Lady Denalis répondit que la première salutation était très importante, et si son Altesse le pensait maintenant, cela ne signifiait pas qu'elle ne changerait pas d'avis plus tard. Lexi aimait bien cette fille. Elle aimait son attitude envers les gens, sa façon de rester polie jusqu'au bout, sa façon de garder la distance nécessaire. Parallèlement, elle préserve l'intimité et bloque avec diligence tout ce qui pourrait déclencher une querelle. La princesse Alexandra a dit à la jeune fille qu'elle pouvait saluer comme elle le souhaitait. Lady Denalis remercia la princesse et lui dit qu'elle appréciait beaucoup son attention. Puis la jeune fille offrit à son Altesse un cadeau de mariage. Lorsque Sandra ouvrit le coffret, elle fut très surprise. C'était un service sur lequel étaient peints des rats. Denalis expliqua que dans le royaume de Belcia, les objets à l'effigie de rats symbolisaient le bonheur et le confort du foyer. La jeune fille a dit qu'elle savait que d'autres offriraient à son Altesse des bijoux et des robes coûteux, et qu'elle voulait lui préparer quelque chose d'inhabituel et de spécial.
Dénalis ajouta qu'elle pourrait apporter autre chose si la princesse n'aimait pas. Alexandra répondit qu'elle aimait ça, ajoutant que cela resterait gravé dans sa mémoire. Son Altesse expliqua à la jeune fille que l'autorité et la réputation d'une personne dépendaient de ses actes, et que ceux de Lady Dénalis étaient impeccables. La jeune fille remercia la princesse pour ses paroles si aimables. Lady Dénalis a dit que son Altesse surestimait ses capacités. Alexandra a ensuite ajouté qu'elle aimerait avoir quelqu'un comme elle à ses côtés. Sandra savait que traiter les personnes de valeur avec attention était la clé du succès. Elle se demandait si cela signifiait que son Altesse lui proposait d'être sa demoiselle d'honneur. Avant la réincarnation, Alexandra n'a pas fait de Lady Dénalis sa demoiselle d'honneur, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que Lexi ne faisait pas confiance aux gens. Et maintenant, la jeune fille a changé. Auparavant, elle pensait que Maletta, fidèle à elle, et Pénélope, qui l'avait quittée prématurément, étaient les seuls à pouvoir la détourner du mauvais chemin. Mais si elle avait eu Dénalis comme demoiselle d'honneur à ce moment-là, elle l'aurait mise en garde contre le fait d'être trop rêveuse et aurait averti Sandra de revenir à la raison et de regarder tout plus attentivement. C'est une fille calme, mais sérieuse, dotée d'une forte volonté. De plus, les personnes proches du pouvoir ont parfois besoin d'un avertissement, même désagréable. La dernière fois, Alexandra s'en était rendue compte trop tard. C'est pourquoi elle avait besoin d'elle maintenant. Celle qui ne la laisserait pas s'écarter du droit chemin et se détruire. La jeune fille fut tellement surprise qu'elle demanda pourquoi elle devrait devenir la demoiselle d'honneur de son Altesse, car il y a beaucoup de dames sincères et fortes dans l'Empire qui sont plus dignes. La princesse répondit que c'était pour cela qu'elle était digne, car elle était la seule à poser de telles questions, et sourit. Alexandra ajouta qu'elle était d'ailleurs la seule qu'elle connaissait jusqu'à présent. Son Altesse a ajouté qu'elle ne pouvait pas confier ce rôle important à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout, car elle se sentirait mal à l'aise de lui confier sa liberté personnelle. Alexandra dit à Lady Dénalis qu'elle avait le temps d'y réfléchir. La jeune fille répondit qu'elle ne pouvait prendre cette décision sans consulter ses parents. Dénalis demanda si elle pouvait revenir plus tard pour donner sa réponse. Son Altesse répondit qu'elle l'attendrait avec impatience dans cette pièce. Sandra n'eut pas le temps de se reposer lorsque ses sœurs Candice et Candita, deux filles du comte d'Essex, lui rendirent visite. Elles félicitèrent son Altesse pour son mariage et son accession au rang de princesse impériale. Alexandra savait que les sœurs Essex étaient bavardes et très frivoles. Lorsqu'elle ouvrit leurs cadeaux, elle fut de nouveau convaincue qu'elles n'étaient pas très intelligentes. La princesse demanda ce que c'était. Les filles répondirent que c'était la lingerie la plus populaire de la capitale. Sandra ne comprenait pas pourquoi on lui offrait un tel cadeau. Elle aurait compris si cela avait été de la part d'une amie proche, mais c'était leur première rencontre. Lexi trouvait qu'elles étaient des dames terriblement mal élevées. Alexandra les remercia quand même pour le cadeau et les dames furent invitées à prendre le thé avec elle, ce qui surprit une fois de plus la princesse. Elle souhaitait qu'elle rentre chez elle au plus vite. Autour du thé, les sœurs bavardaient sans cesse et posaient de nombreuses questions. Par exemple, comment était la vie au palais impérial? Alexandra répondit qu'elle aimait beaucoup cet endroit. La princesse dit alors que leur majesté royale était des personnes polies et aimables, et qu'elle espérait donc s'intégrer rapidement. Les sœurs furent ravies de cette réponse. Puis, comprenant qu'ils n'en sauraient plus, ils commencèrent à raconter des rumeurs à la princesse. Alexandra apprit ainsi que la comtesse Zenskaya avait fait faillite. Cette comtesse dépensait toujours beaucoup d'argent en bals et en gourmandises. Elle en arriva au point de devenir accro au jeu, de tout perdre et de faire faillite. Lorsqu'ils commencèrent à discuter de la vente des terres de la comtesse, Sandra comprit qu'elle pouvait les acheter. C'étaient de très belles terres situées à proximité de la capitale impériale. Ces terres sont bien desservies par les transports en commun avec le palais impérial. Le climat y est doux et, en général, propice à l'agriculture et à la vie quotidienne. Les pensées d'Alexandra furent interrompues par la question de ses sœurs. Avait-elle besoin de demoiselles d'honneur? Sandra, surprise, répondit qu'elle en avait besoin pour ne pas s'ennuyer au palais de Jen. La princesse répondit qu'elle n'était là que depuis un jour et qu'elle n'y avait donc pas encore pensé. Les sœurs leur demandèrent de les prévenir si elles décidaient d'avoir besoin de demoiselles d'honneur. Sandra décida qu'elle ne les appellerait pas, même si elles mouraient d'ennui.
elle ne voulait pas voir de telles personnes autour d'elle, sans compter qu'elles étaient très frivoles. Après le départ des sœurs, Lexi continua de réfléchir à la manière de rencontrer Lakis. Le territoire du comté d'Erneb se situe au nord de l'Empire. Il y neige presque tous les jours de l'année. Il y a des blizzards terribles et des vents violents qui hurlent à toute heure du jour ou de la nuit, et les habitants produisent des boissons alcoolisées avec une teneur en alcool de plus de 40%. La seule chose qui prospérait dans ces conditions difficiles était la puissance militaire. Les chevaliers d'Erneb s'entraînaient au-delà de leurs limites. C'est pourquoi il n'y eut jamais d'escarmouches frontalières dans cette partie de l'Empire. Le commandant de la cavalerie d'Erneb, Lionel Riderman, demanda à ses chevaliers qui d'autres voulaient tenter de le vaincre au combat. Soudain, Son Altesse s'approcha d'eux et leur demanda s'ils pouvaient tenter sa chance. Lionel demanda au duc s'il était occupé. Lakis répondit qu'il ne pouvait pas se permettre l'attestation régulière des chevaliers, qui avait lieu une fois par mois. Le commandant Lionel demanda à Son Altesse s'il avait réellement l'intention de le combattre. Le duc lui demanda s'il avait des doutes. Lionel répondit qu'il ne céderait pas. Lakis répondit qu'il n'avait pas demandé cela, mais qu'il souhaitait simplement combattre au complet. Il ajouta que s'il se rendait, il démissionnerait de son poste de commandant de la cavalerie. Lionel répondit qu'il n'en avait aucune intention, et la bataille commença. Lakis trouva son point faible et vainquit rapidement le commandant. Les chevaliers n'en croyaient pas leurs yeux. Le commandant dit à Son Altesse qu'il avait honte. Le duc le rassura en lui disant qu'il s'était bien battu et avait déjà considérablement progressé. Lionel ajouta qu'il savait que c'était un mensonge, que Son Altesse passait ses journées assis dans son bureau sans faire d'exercice. Lakis répondit qu'il n'avait pas besoin de faire d'exercice tous les jours. Le commandant Lionel demanda à Son Altesse de retirer l'épée de son cou, car il était difficile de communiquer. Le jeune homme ajouta qu'aucun escrimeur ne pouvait vaincre Son Altesse. Le duc Lakis approuva les paroles du commandant de cavalerie Erneb et ajouta qu'il n'y avait aucun homme dans tout l'Empire qui pouvait le vaincre à l'escrime. Sir Lionel mérite donc d'être félicité pour avoir su lui tenir tête, au moins dans une certaine mesure. Le duc dit au commandant qu'il était un excellent épéiste. C'est pourquoi Son Altesse a demandé de ne pas réprimander les chevaliers, car ils ne pouvaient le vaincre. Le duc a déclaré qu'une telle approche démotivait les chevaliers de la cavalerie. Lakis ajouta que l'avenir nous le dirait, mais qu'à l'heure actuelle, personne dans cet ordre ne pouvait vaincre leur commandant. Lionel répondit que si un génie apparaissait, il n'aurait aucune chance. Soudain, un assistant, Sir Keith, accourut vers Son Altesse. Après avoir repris son souffle, il informa le duc que les comtes avaient commis l'acte. Lakis comprit de quoi il parlait et lui demanda de tout lui raconter en chemin. Lorsqu'ils se furent éloignés des chevaliers, Sir Keith annonça avoir reçu des nouvelles de la capitale. Il comprit ainsi que les joueurs qui rôdaient autour de la comtesse Zenskaya avaient accompli leur mission. Ayant perdu tous ses biens et au bord de la faillite, le comte mit ses territoires en vente. Lakis demande le prix. Kate répondit que le prix des territoires était de 10 millions d'or. Le duc Lakis dit qu'elle semblait se trouver dans une situation très difficile et sourit. L'un des meilleurs territoires de l'Empire était celui du comte Zensky. Quelle que soit la taille du territoire de l'Empire, il n'y avait pas beaucoup de terres propices à l'agriculture, combinant un climat agréable et un sol fertile. De plus, la proximité de la capitale impériale permet aux propriétaires de ces terres de jouer le rôle d'un aristocrate de cour. Il s'agit donc sans aucun doute d'un territoire de grande valeur. Le prix de ces terres était très bas. Aussi Lakis chargea-t-il son assistant de les acheter, comme convenu. Il demande que cela se fasse au plus vite et, bien sûr, en secret. Le duc de Lakis ajouta qu'il ne devait en aucun cas paraître suspect. Sir Keith répondit qu'il le savait, car il s'y préparait depuis longtemps. Il y a 6 mois, Lakis apprit qu'il ne pourrait pas obtenir les terres du comte Zensky. Après tout, il était vivant et en bonne santé et avait des filles adultes. Les comtes lui conseillèrent d'acheter d'autres terres. Le duc déclara alors qu'aucune terre ne pouvait rivaliser avec celle-ci. D'autant plus qu'il avait encore plus besoin du titre de comte de Zensky que de ce territoire. Tandis que les comtes réfléchissaient à la manière de mettre à exécution le plan de Son Altesse, Sir Keith eut une idée brillante. C'était le seul moyen de forcer le comte de Zensky à céder ses terres de son propre chef. C'était la faillite.
Ils soudoyèrent donc des proches du comte pour l'inviter à jouer et persuader la comtesse d'acheter des articles de luxe. Le jeu et l'extravagance sont des pratiques auxquelles on ne peut renoncer après une seule tentative. C'est pourquoi ce projet plaisait beaucoup au duc de la Chiche. Laquais demanda à Keith comment se déroulait la vie au palais impérial. L'assistant répondit que tout se passait bien. Il précisa cependant que le troisième prince s'était marié. Kate a déclaré qu'elle ne pensait pas que ce soit l'information la plus importante, car le prince Cléo était la personne la plus éloignée d'hériter du trône impérial. Le duc Laquais répondit que parfois, des informations apparemment superflues peuvent jouer en leur faveur. Il ne faut donc pas les prendre à la légère. Lady Denalis, de la maison Linois, arriva au palais de Jane et accepta la demande en mariage de la princesse Alexandra. Sandra décida qu'elle avait fait le bon choix de demoiselle d'honneur. La jeune fille informa la princesse que les terres du comte Zensky avaient déjà été achetées. Alexandra, surprise de la rapidité de l'opération, demanda si elle savait qui les avait achetées. 10 millions de pièces d'or représentaient un prix bien modeste pour ces terres, mais une somme considérable. Toutes les familles aristocratiques n'auraient pas pu réunir une telle somme aussi rapidement. Denalis affirme que le territoire du comte Zensky avait été acheté par le comte Erneba, Son Altesse, le duc d'Ornous. Alexandra demanda aux filles si c'était vrai. Lady Denalis répondit qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Sandra savait que dans une vie antérieure, Laquais avait également acheté ces terres, mais il était trop tôt pour se réjouir, car tous les événements ne se reproduiraient pas. Elle aurait aimé qu'il soit de son côté, mais elle craignait le contraire. La princesse Alexandra demande à sa dame d'honneur si elle ne trouvait pas étrange que le comte Zensky ait fait faillite. Denalis répondit qu'elle ne le connaissait pas bien, mais qu'il semblait n'avoir jamais été un joueur auparavant. Elle trouvait donc étrange qu'il se soit soudainement intéressé au jeu. Sandra a expliqué que les jeux d'argent existent depuis longtemps, mais qu'ils ne sont pas très populaires dans la capitale. Elle a ajouté qu'il n'est pas nécessaire de justifier son amour pour ce secteur. On peut devenir accro à ces jeux par accident. La princesse Alexandra demanda alors à Lady Denalis si tout cela avait pu être planifié. La jeune fille fut effrayée en apprenant la conspiration. La princesse a suggéré que quelqu'un avait délibérément incité le comte au jeu et la comtesse a acheté des articles de luxe, créant ainsi cette situation de faillite. Lady Denalis demanda à Son Altesse, surprise, comment cela était-il possible? La princesse Alexandra répondit que le navire marchand dans lequel le comte Zensky avait investi son argent avait été endommagé par une tempête. La cargaison entière du navire a coulé au fond de la mer, causant des dégâts catastrophiques. Denalis a déclaré avoir également entendu parler de ce terrible incident. Alexandra poursuivit. Le comte refusait d'admettre qu'il avait perdu plus qu'il n'avait investi et il voulait se rattraper. Il craignait également que sa femme ne le quitte. Les pertes considérables subies lors de la tempête ont blessé le comte. Et le seul moyen de gagner rapidement beaucoup d'argent et de guérir sa blessure est de jouer. Lady Denalis était d'accord avec la princesse Alexandra. Sandra ajouta que ceux qui ont échoué une fois feront de leur mieux pour éviter de récidiver. Mais parfois, ils ne parviennent pas à prendre une décision rationnelle et le désir obsessionnel de ne pas échouer cette fois-ci rend leur jugement inadéquat. Après avoir écouté la princesse, Dame Denalis demanda qui et pourquoi avait pu faire cela au comte Zensky. Elle supposa que Son Altesse soupçonnait quelqu'un. Alexandra répondit que pour trouver la réponse à cette question, il devait rencontrer celui qui souhaitait le plus recevoir les terres du comte Zensky. Sir Keith informa le duc Laquais que la résidence du comte Zensky était en cours de rénovation et de reconstruction majeure. Tous les domestiques du domaine avaient également été remplacés. La servante Élovène demande à Son Altesse quel collier elle aimerait porter avec sa robe et lui suggéra de choisir une pierre précieuse. Alexandra dit à la servante qu'elle irait au bal aujourd'hui habillée de façon minimaliste pour ne pas attirer l'attention. La princesse ajouta qu'il fallait s'habiller avec modération et montrer son bon goût. Une rivalité naturelle naquit au sein de la famille impériale pour la place d'héritier. Les deux figures principales étaient le premier prince Jérémie et le second prince Jenaska. Le troisième prince Cléo, relativement faible en termes de pouvoir et ayant perdu sa mère, est incapable de tirer profit de la situation. Il faut continuer à penser ainsi.
La question de la succession au trône ne les intéresse pas, préférant se contenter du poste qui leur est réservé. C'est l'image qu'ils doivent véhiculer. Lorsque la princesse fut prête pour le bal, Élovène demanda à son Altesse si elle avait entendu dire que le duc d'Ornous serait au bal ce soir. Sandra fut très surprise. Élovène a déclaré qu'elle avait entendu dire qu'après avoir acheté les terres du comte Zensky, le duc avait écrit une lettre au département de la cour impériale. La rencontre d'Alexandra avec Lakis dans sa vie passée n'avait pas eu lieu aujourd'hui, et elle n'avait appris son existence que bien plus tard. Mais maintenant, tout se passait comme elle le souhaitait. La servante informait la princesse que le prince était venu la voir. Alexandra l'invite dans sa chambre. Cléo félicita sa femme et lui dit qu'elle était incroyablement belle. Le jeune homme ajouta que Lexi était habillée plus modestement aujourd'hui que d'habitude à un bal. La jeune fille répondit qu'elle faisait désormais partie de la famille impériale. Elle décida donc de limiter ses extravagances au minimum. Après tout, les gens ne la verraient pas d'un bon œil s'ils voyaient beaucoup d'argent sur elle. Après avoir écouté sa femme, Cléo la serra dans ses bras et lui dit qu'elle était très belle dans toutes ses tenues, parce qu'elle rayonnait de lumière par sa seule présence. Le prince demanda à sa femme la permission de l'accompagner et ils allèrent au bal. Alexandra demande s'il y aurait vraiment autant de nobles au bal aujourd'hui. Cléo confirma que c'était le cas et lui demanda si cela l'inquiétait. Lexi répondit qu'elle n'était pas du tout inquiète, car tout était pareil que l'année dernière, sauf qu'elle était désormais son épouse et non plus sa fiancée. Alexandra ajouta ensuite que quelques jours plus tôt, elle avait offert à Sa Majesté une robe d'anniversaire de mariage très prisée. Cléo s'excusa auprès de sa femme de l'avoir obligée à choisir elle-même le cadeau, alors qu'en réalité, c'était à son tour de le faire. Sandra trouva cela absurde. Elle demanda à son mari pourquoi il s'excusait, car le palais intérieur la concernait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il s'excusait pour une chose aussi stupide. Lorsqu'il l'avait trahie, dans les derniers instants de sa vie, Cléo n'avait même pas l'intention de lui demander pardon. Il lui semblait qu'elle le haïssait encore plus. Le duc Lakis d'Ornous salua Sa Majesté. « Grand soleil de l'Empire et père de tout le peuple impérial, je salue votre Majesté. Gloire éternelle au souverain des rois. » L'empereur salua le duc et lui demanda depuis combien de temps ils ne s'étaient pas vus. Le souverain ajouta que Lakis assistait si rarement au bal qu'il avait déjà oublié son visage. Le duc s'excusa auprès de Sa Majesté pour l'avoir fait regretter. Il ajouta qu'il était occupé à gérer les territoires et à protéger les frontières. L'empereur lui exprima sa profonde gratitude pour le travail accompli. L'homme ajouta que le palais avait déjà reçu des rapports faisant état de situations désagréables à la frontière. Mais depuis son installation à Ernebout, ces rumeurs avaient cessé. Le duc sourit et répondit qu'il travaillait pour l'Empire. Laki demanda alors à Sa Majesté, l'impératrice Telsia, comment elle allait. L'impératrice répondit qu'elle allait bien, qu'elle s'occupait de ses affaires et soutenait Sa Majesté. Le duc Lakis lui demanda si elle avait reçu le cadeau qu'il lui avait envoyé à l'avance pour leur anniversaire de mariage. Telsia répondit qu'elle n'avait rien reçu. Laki dit alors qu'il lui enverrait autre chose. Telsia garda le silence et l'empereur demanda au duc s'il était vrai qu'il avait acheté les terres du comte Zensky. Le jeune homme répondit que le comte Zensky était devenu tellement accro au jeu qu'il avait dilapidé toute sa fortune. Il l'avait donc, en substance, sauvé de la faillite. Laki ajouta qu'il serait très désagréable pour la famille impériale si ces terres importantes passaient entre les mains d'un étranger, c'est pourquoi il les acheta. L'empereur demanda au duc pourquoi il ne devrait pas saisir l'occasion de rejoindre le conseil. Lakis répondit qu'il n'en était pas sûr, n'étant pas très compétent en la matière. Sa Majesté rappela au duc qu'il possédait 2 territoires et qu'il lui suffisait donc d'être membre du conseil. L'empereur lui demanda à nouveau s'il souhaitait en faire partie. Laki répondit que c'était une question très importante et qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le jeune homme décida de reculer d'un pas, précisément pour pouvoir sauter plus tard. Le prince Cléo et la princesse Alexandra s'approchèrent de l'empereur et de l'impératrice. Ils saluèrent Sa Majesté et Sa Majesté l'impératrice Telsia. Le duc Lakis regarda la princesse Alexandra et l'empereur la lui présenta comme sa belle-fille, la fille unique du marquis Sieglind, qui avait récemment épousé le 3e prince Cléo. C'était donc la femme de son cousin. Elle semblait d'une beauté douce et innocente, mais il sentait quelque chose de froid chez elle.
Lakis décida d'être prudent avec elle. Il salua Son Altesse et donna son nom complet. Alexandra dit que c'était un grand honneur pour elle de mieux connaître Son Altesse car elle avait beaucoup entendu parler de lui. Sandra remarqua dans ses yeux le même regard qu'à l'époque. La jeune fille raconta qu'elle avait entendu dire que le duc s'était installé sur le territoire du comté de Zenski. Et comme le comté est proche de la capitale, elle espère qu'ils pourront se voir plus souvent à l'avenir. Lakis répondit qu'il ferait tout son possible pour y parvenir. La princesse Alexandra s'inclina devant l'impératrice Telsia et salua Sa Majesté. Elle déclara ensuite que l'impératrice était incroyablement belle dans cette robe aujourd'hui. Telsia remercia la princesse pour les compliments et le cadeau. Elle ajouta que la robe était si belle qu'elle ne pouvait même pas regarder les autres, c'est pourquoi elle l'avait choisie pour le bal. Sandra savait que cela arriverait. Elle offrit délibérément à l'impératrice une robe qui deviendrait sa préférée. C'était une copie conforme de celle que l'empereur lui offrirait 1 an plus tard. Elle reproduisit le modèle de la robe qu'elle avait aimée jusqu'à sa mort. La princesse répondit à l'impératrice qu'elle était ravie de l'avoir appréciée. Telsia lui dit qu'elle pouvait aller profiter du bal. Après le départ des jeunes mariés, le duc de Lakis demanda à Sa Majesté comment s'était déroulé leur mariage. L'empereur répondit au duc qu'il ne comprenait pas sa question. Le duc demanda si Sa Majesté avait envoyé une lettre du palais impérial à la résidence du marquis Sieglinde afin de procéder aux fiançailles. A-t-il été décidé lors d'une réunion du conseil qu'ils se marieraient ? L'empereur sourit et répondit qu'ils étaient simplement tombés amoureux et s'étaient mariés. Sa Majesté raconta alors que la jeune fille était tombée si amoureuse qu'elle avait demandé Cléo en mariage. L'empereur accepta, car ses origines étaient parfaitement claires. La princesse Alexandra elle-même était une belle jeune fille. Lakis dit à Sa Majesté qu'il comprenait tout et n'avait plus de questions, donc il ne l'importunerait plus. Dès que le duc Lakis a ouvert la porte pour sortir prendre l'air, la princesse Alexandra l'a percuté et a renversé son vin sur son frac. La jeune fille s'excusa vivement et le duc affirma que tout allait bien et que rien de grave ne s'était produit. Mais la princesse Alexandra le persuada de l'accompagner au palais de Gênes pour nettoyer son habit. Au palais de Gênes, la servante prit la redingote du duc pour la faire nettoyer. Pendant le thé, le duc et la princesse restèrent silencieux un long moment. Lakis demanda pourquoi ils étaient assis dans un silence absolu. Alexandra répondit qu'elle réfléchissait à la manière d'entamer la conversation. Elle ajouta qu'elle cesserait de s'inquiéter autant et commencerait à parler s'il promettait d'être honnête avec elle. Lakis dit qu'elle semblait ne pas lui faire confiance. Puis la jeune fille lui demanda s'il lui faisait confiance. Le duc répondit qu'il ne serait pas là s'il ne lui faisait pas confiance. La jeune fille lui demanda alors directement s'il l'avait fait exprès. Le jeune homme demanda ce qu'il avait fait exactement. La princesse répondit qu'il avait acheté les terres du comte Zenski. Le duc répondit que c'était bien le cas, mais qu'il ne comprenait pas la question. La princesse Alexandra expliqua qu'elle pensait qu'il avait délibérément tout fait pour ruiner le comte Zenski. Sandra ajouta que le comte aimait beaucoup ses territoires et qu'il ne les vendrait pour rien au monde, même s'il devenait fou. Et s'il le faisait, ce ne serait pas pour les quelques centimes qu'il possède actuellement. Alexandra croyait donc que tout était parfaitement planifié. Il n'y avait qu'un seul moyen de contraindre le comte à céder ses terres sans violence, la faillite. La princesse raconta au duc qu'il avait soudoyé l'entourage du comte, qu'il avait rendu accro au jeu. Et puis tout se passa comme il l'avait prévu. Le duc Lakis répondit que la princesse avait un talent pour l'écriture, elle pouvait donc écrire des livres sous un pseudonyme si elle s'inquiétait de sa réputation de princesse impériale. Alexandra sourit et répondit que parfois la réalité elle-même ressemblait beaucoup à un bon roman. Le duc lui demanda alors ce qu'elle voulait et pourquoi elle était si sûre de ses paroles. La jeune fille répondit qu'elle comprenait tout de sa réaction à ses accusations. Elle ajouta qu'elle trouvait très étrange qu'il ait acheté un terrain pour une somme aussi importante si rapidement. Le duc répondit qu'elle savait que tout le monde aimerait posséder ces terres. La princesse répondit que c'était vrai, mais que la principale raison de ses soupçons était qu'il les avait achetés. Le jeune homme a dit qu'elle ne le connaissait pas assez pour dire qu'il était quelqu'un de si mauvais. La jeune fille a rétorqué qu'elle en savait bien plus sur lui qu'il n'en savait sur elle. Le duc Lakis demanda alors à la princesse quel était le but de cette conversation. La jeune fille lui demanda alors directement si le duc souhaitait monter sur le trône et devenir empereur.
Lachie s'indigna et déclara que ces suppositions étaient extrêmement irrespectueuses. La princesse Alexandra poursuivit. Elle affirma avoir longuement réfléchi à la raison pour laquelle il avait besoin de ce comté et de son titre. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi il avait immédiatement emménagé dans la résidence alors qu'ils avaient passé tant de temps loin de leur territoire. Et en y réfléchissant, elle a élaboré cette théorie. Le comté de Dzensk est depuis longtemps impliqué dans le mouvement politique de l'Empire. À Erneb, où il règne, la puissance militaire est bien développée, avec de nombreux soldats capables de combattre en toutes circonstances. D'autre part, Ornus, qui lui a été transmis par ses parents, possède un sol si fertile qu'il peut nourrir son peuple et son armée et en avoir encore un peu à vendre. La princesse pensait détenir un pouvoir économique et militaire, mais seulement un pouvoir politique. Pourtant, il n'essaya même pas de participer à la vie politique, pour que personne ne pense à ses manigances. Le duc répondit qu'elle trahirait l'Empire si elle continuait à parler ainsi. La jeune fille lui demanda si elle avait raison. Alexandra dit au duc qu'elle avait confiance en ses paroles et qu'elle n'avait pas peur de risquer sa vie. Lachie lui demanda alors ce qu'elle voulait. La princesse offrit sa coopération au duc, après quoi elle le proclamerait empereur. Lachie, très surpris, rappela à la jeune fille qu'elle était déjà mariée au troisième prince Cléo. La jeune fille avoua alors qu'elle voulait agir ainsi pour se venger de son mari. Après tout, c'était lui qui voulait tuer ses frères et son père pour s'emparer du trône et devenir empereur. Le duc Lachie lui a demandé si elle voulait coopérer avec lui afin de venger son mari et ensuite aller avec lui dans les profondeurs de l'enfer. Alexandra a dit qu'elle n'irait pas en enfer avec son mari. Elle a expliqué qu'elle voulait d'abord le faire empereur. Et puis, elle lui prendrait la couronne et la placerait sur son nouveau mari. Sandra pensait que c'était une belle vengeance, car il tomberait du plus haut au plus bas de l'enfer. Le duc Lachie l'écouta attentivement et lui dit qu'elle avait commis une grave erreur en lui révélant tous ses plans. La princesse répondit qu'elle comprenait le risque qu'elle prenait. Mais elle comprend aussi qu'une fois sorti de cette porte, il n'ira pas trouver l'empereur avec cette information. Après tout, il n'a aucune preuve que cette conversation ait eu lieu. Deuxièmement, l'empereur le regarde déjà avec suspicion concernant l'achat de ses terres, donc le duc ne s'exposera pas ainsi. Lachie dit à la jeune fille qu'elle le connaissait très bien. Le duc lui demanda pourquoi elle était si sûre qu'il voudrait travailler avec elle. Alexandra lui avait dit qu'il pouvait quitter cette pièce, prendre son manteau chez la femme de chambre et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais une fois sorti, il deviendrait son ennemi. Elle ajouta qu'elle ne pouvait laisser en vie une personne connaissant ses véritables intentions. Lachie demanda à la princesse si elle souhaitait l'intimider. La jeune fille répondit que cela marcherait, car elle le connaissait bien mieux qu'il ne la connaissait. Elle savait aussi que de nombreux nobles seraient prêts à la soutenir. La princesse donna donc 5 minutes au duc pour décider s'il deviendrait son ennemi ou son allié. Elle lui rappela que bientôt tout le monde remarquerait leur absence. Le duc Lachie demanda à la princesse la permission de lui poser une dernière question. Pourquoi lui? Alexandra répondit qu'il y avait d'autres personnes de son côté, mais qu'il serait bien plus utile. S'il prend son parti, ils seront invincibles. Et s'il choisit de devenir son rival, ce sera très désagréable pour elle, car elle est ravie de ses capacités. Sandra dit aussi qu'elle trouvait très précieux son cœur ambitieux, qu'il s'efforçait tant de dissimuler. Lachie comprit que la jeune fille en savait plus sur lui que lui. Lorsqu'il la vit pour la première fois, il crut pouvoir l'attraper, et voilà qu'elle le lui avait fait. La princesse dit au duc que 5 minutes s'étaient déjà écoulées. Lachie se leva et s'approcha d'elle. Le duc lui dit « Cordialement, Alexandra Giovanna Jean Reyes. Au plaisir de travailler avec vous. » Le jeune homme serra la main de la princesse et l'embrassa. Alexandra répondit « Avec plaisir. » Lachie sourit et demanda ce que son mari avait fait pour mériter sa colère. La jeune fille s'apprêtait à répondre lorsque la servante annonça que le prince Cléo était arrivé au palais, à la recherche de son Altesse. Sandra était un peu confuse et Lachie s'assit à sa place et prit la coupe dans ses mains. Il calma la jeune fille et dit à la servante que le prince pouvait entrer. Lorsque son Altesse entra dans la pièce, il fut très surpris de voir le duc d'Ornus avec sa femme. Le duc invite poliment le prince à prendre le thé avec eux. Cléo demanda au jeune homme ce qu'il avait amené ici.
Lakis répondit que la princesse avait accidentellement renversé du vin sur lui. L'homme ajouta qu'il refusait depuis longtemps et qu'il voulait rentrer chez lui ainsi, mais que sa femme l'avait persuadé de venir nettoyer son frac. Alexandra confirma les dires du duc. Elle dit qu'elle n'avait pas prêté attention, alors elle bouscula le duc et versa son vin sur lui. La princesse dit qu'elle voulait se racheter et nettoyer son habit. La jeune fille demanda à l'homme s'il était en colère. Cléo répondit que tout allait bien. Lakis dit qu'il était temps pour lui de rentrer. Lorsque le duc partit, le prince Cléo demanda à sa femme si quelque chose de désagréable s'était produit lors de leur conversation avec le duc. Alexandra répondit qu'il avait l'air d'être quelqu'un de bien. Le prince fut surpris et répondit qu'il ne le pensait pas, car il n'avait pas fait bonne impression. La jeune fille comprit que son instinct était bon. Lexie ressentait la même chose lors de sa première rencontre, mais elle dit à Cléo qu'il lui semblait gentil et intelligent et complimenta même le prince. Cléo a admis avoir eu très peur de ne pas la trouver au bal. Il était content d'avoir pensé à venir vérifier sa chambre. Lexie s'est excusée auprès de son mari. Elle dit qu'elle était fatiguée et décida de se reposer un peu dans sa chambre, mais elle renversa accidentellement du vin. Le prince lui répondit que tout allait bien maintenant et l'embrassa doucement sur les lèvres. Lexie regarda Cléo dans les yeux et se souvint de l'amour qu'elle avait eu pour lui avant de s'évanouir. À l'époque, elle avait voulu qu'il soit tout à elle, mais maintenant, tout avait changé. Cléo a dit à Lexie qu'il voulait vraiment céder à ses émotions et la mettre au lit. Mais comme elle ne se sentait pas bien et qu'elle était venue se reposer, il n'en avait pas les moyens. La princesse répondit qu'ils auraient encore le temps. Cléo dit à sa femme qu'elle avait raison. Le jeune homme la serra dans ses bras et lui dit qu'il lui rendrait visite plus tard dans ses appartements. Lorsque le prince Cléo revint au bal, l'empereur lui demanda où était la princesse Alexandra. Le prince répondit qu'elle ne se sentait pas bien, alors il l'escorta jusqu'au palais de Gênes. L'impératrice Telsia, qui était assise à côté de l'empereur, a déclaré qu'il était très irresponsable de sa part de quitter leur anniversaire de mariage sans dire au revoir. Cléo répondit qu'elle devait être épuisée en cherchant une robe pour Sa Majesté. Sa Majesté demanda à sa femme de se calmer et de ne pas juger la princesse. L'impératrice se tourna alors vers son fils et demanda au prince s'il aimait suffisamment certaines des filles pour les épouser. Le prince répondit qu'il n'avait que 24 ans et que c'était donc au tour du premier prince. Telsia dit à son fils que le troisième prince était déjà marié. Le jeune homme répondit qu'il ne voulait pas d'une épouse comme la sienne et qu'il se trouverait donc une femme calme et équilibrée. Le prince Cléo s'indigna et son frère lui demanda s'il avait raison. L'impératrice Vincentia déclara qu'elle ferait tout son possible pour trouver une épouse digne du premier prince. Au cours de ces discussions, le duc de Lakis s'adressa à l'empereur. Il a dit qu'il voulait lui dire au revoir, mais il a vu que c'était hors de propos. Sa Majesté a dit qu'il était un membre de leur famille, donc ce ne pouvait pas être hors de propos. Lakis remercia l'empereur pour ses paroles et lui annonça qu'il était temps pour lui de partir. L'empereur lui suggéra de rester se reposer au palais, mais le duc répondit qu'il avait beaucoup à faire. Sa Majesté déclara alors qu'il n'osait pas le retenir et lui demanda d'examiner sa proposition. Il ajouta qu'il attendait une réponse positive prochainement. De retour au palais du duc Lakis, l'assistant de Kate lui demanda s'il y avait quelque chose d'intéressant au bal. Le jeune homme répondit qu'il y avait quelque chose de très intéressant, mais qu'il lui raconterait tout demain matin. Le matin, Kate frappa à la porte du duc. Ce dernier le laissa entrer et lui dit qu'il réfléchissait depuis longtemps à la manière de lui raconter ce qui s'était passé au bal de la veille. Lakis commença par renvoyer tous les domestiques du domaine. Kate, inquiète, demanda au duc pourquoi il avait pris une telle mesure. Le duc répondit qu'il avait trouvé un complice au bal de la veille. Le jeune homme demanda pourquoi il avait agi ainsi. Lakis répondit que tout était déjà décidé. Sir Keith fut indigné que le duc ait agi ainsi sans le consulter. Lorsque Lakis lui raconta tout ce que la princesse Alexandra lui avait confié, Kate lui demanda si elle était une espionne. Le duc répondit qu'il ne le pensait pas. Il dit qu'elle savait tout sur la façon dont ils avaient planifié et exécuté l'achat des terres du comte Zensky. Kate lui demanda si ses plans étaient parfaits. Lakis répondit que la princesse Alexandra était tout simplement très intelligente. Il ajouta que l'impératrice et l'empereur ne se doutaient de rien, sinon il aurait deviné.
Le duc expliqua que la princesse et lui avaient des intérêts communs et qu'elle était très intelligente, ce qui ferait une bonne partenaire. Kate lui rappela que ses opinions devraient être prises en compte. Le premier empereur était un homme très intelligent. Il a instauré une tradition selon laquelle les membres de la famille impériale résidant au palais prenaient le petit déjeuner ensemble. Sa Majesté a demandé à la princesse Alexandra comment elle se sentait, car il avait entendu dire qu'elle avait été malade la veille. La princesse l'a remercié de son inquiétude. Elle s'excusa également d'avoir inquiété Sa Majesté. L'empereur lui dit qu'elle pouvait se reposer quand elle le souhaitait, si elle se sentait mal. L'impératrice Telsia remercia une fois de plus la jeune fille pour son cadeau et lui demanda de ne plus s'encombrer autant. Sa Majesté supposa que la princesse était fatiguée en choisissant sa robe. Alexandra répondit qu'elle était ravie que Sa Majesté ait apprécié son cadeau. La jeune fille décida de rester calme et de ne pas se faire remarquer. Elle savait qu'elle ne pourrait dégainer son épée que lorsque l'impératrice ou l'impératrice consort serait renversée. L'impératrice Telsia demanda à l'empereur s'il était temps pour le second prince de se marier. Telsia a dit qu'hier, au bal, elle aimait une fille qui convenait au rôle de princesse impériale. Elle a ajouté que cette fille était si bien placée que nous devrions hâter le mariage. L'impératrice Telsia se tourna alors vers l'impératrice consort Vincentia et lui demanda si cela la dérangerait que le deuxième prince dépasse son frère et se marie en premier. Mais l'empereur n'apprécia pas l'idée. Il déclara qu'il était contraire à l'étiquette d'épouser le second prince avant le premier. Sa Majesté demanda si cette jeune fille conviendrait au premier prince. L'impératrice Telsia fut choquée par la proposition de Sa Majesté. La princesse Vincentia toussa. Puis du sang coula de sa bouche et elle tomba au sol. Le médecin rassura le premier prince et lui dit que sa mère allait bien, ajoutant toutefois que cela ressemblait fort à un empoisonnement. L'empereur demanda comment une telle chose avait pu se produire. Le premier prince demanda à son père de tout mettre en œuvre pour retrouver l'auteur de ce crime. Sa Majesté répondit qu'il trouverait sans aucun doute celui qui avait tenté d'empoisonner sa femme. L'impératrice Telsia ordonna aux serviteurs de tout nettoyer minutieusement et d'effacer toute trace de sang. Elle ordonna également à chacun de regagner ses chambres. Une fois tout le monde parti, le second prince demanda à sa mère si c'était elle qui avait fait le coup. L'impératrice cria à son fils et lui rappela de surveiller son langage. La mère ajouta qu'elle n'y était pour rien. Le prince affirma qu'il avait simplement supposé et demandé qui d'autre aurait pu le faire à part elle. La femme répondit que beaucoup auraient pu le faire. Par exemple, l'empereur lui-même ou le troisième prince et son épouse. Elle a dit que, quel que soit le coupable, les conséquences seraient très graves. Le prince Cléo vit le visage d'Alexandra pâlir. Il demanda à sa femme qui, selon elle, avait pu faire une telle chose à Sa Majesté. Sandra ne comprenait pas pourquoi cela était arrivé. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant, à ce stade. Le lendemain du bal, ils prirent à nouveau le petit déjeuner, mais sans empoisonnement. Après le petit déjeuner, l'impératrice Vincentia regagna tranquillement ses appartements. Mais ici, tout se passa différemment. Alexandra se demanda ce qui avait tant influencé les événements. Elle avait un peu peur que tous les événements qu'elle connaissait se produisent dans un ordre différent. Cléo serra doucement sa femme dans ses bras et lui suggéra de se reposer un peu. L'empereur fut choqué par ce qui s'était passé. Il comprit que si l'impératrice consort avait continué à manger de la nourriture empoisonnée, il aurait été impossible de la sauver. Sa Majesté se demandait à qui confier l'enquête. Presque tous les aristocrates du palais impérial étaient empêtrés dans des conflits de pouvoir. Il ne pouvait pas non plus confier cette affaire à une personne de la basse société, car cela aurait déshonoré la réputation de la famille impériale. Soudain, on frappa à la porte de son bureau et on lui apporta une lettre. C'était une lettre du duc d'Ornus, du comté de Zensk. L'empereur sourit et ordonna qu'on lui amène immédiatement le duc de Lakis au palais impérial. Alexandra comprit qu'au début, tout était pareil à sa vie passée. Mais en rencontrant le duc d'Ornus plus tôt que prévu, elle provoqua une séquence d'événements différentes. Si elle avait suivi le passé, elle l'aurait rencontré bien plus tard. De plus, dans sa vie passée, Sandra n'avait aucune intention de coopérer avec le duc Lakis. Avec ce tournant des événements, il était clair pour la jeune fille qu'elle ne pourrait plus se fier à ses souvenirs. Elle allait plutôt construire sa nouvelle vie. Et dans cette vie, elle mettrait définitivement fin à la vengeance de Cléo.
Sandra comprenait que le duc d'Ornus était devenu son allié uniquement parce que leurs intérêts coïncidaient. La servante Eloven frappa à la porte de la chambre de la princesse Alexandra et lui apporta des biscuits qu'elle avait confectionnés elle-même. La jeune fille, surprise, lui demanda pourquoi elle avait décidé d'en faire. Onze répondit, inquiète que la princesse n'ait pas pris un bon petit déjeuner. Lorsque Sandra prit les biscuits, la servante dit qu'elle venait de voir le duc d'Ornus au palais. La jeune fille fut surprise, et le serviteur annonça que Son Altesse allait désormais participer à la politique centrale de l'Empire. Alexandra comprit que c'était ce qu'il recherchait en achetant le comté voisin. Sandra devina qu'il rencontrait l'empereur. Elle décida qu'elle devait absolument parler au duc d'Ornus aujourd'hui. Sa Majesté remercia le duc de Lakis pour son arrivée rapide. Il déclara que les récents événements lui avaient fait comprendre qu'il n'y avait personne au palais en qui il pouvait avoir confiance. Le duc d'Ornus demanda à l'empereur ce qui s'était passé et ajouta qu'il n'y comprenait rien. L'empereur répondit qu'il était heureux que les rumeurs ne se soient pas encore répandues dans tout l'Empire. Il dit que l'impératrice consort avait été empoisonnée et que quelqu'un avait tenté de la tuer. Lakis demanda si elle allait bien. Sa Majesté répondit qu'elle se reposait. Mais ils ont eu beaucoup de chance qu'elle ait pris un peu moins de nourriture qu'elle ne pouvait en manger. Sinon, ils l'auraient perdue. Lakis a demandé s'ils avaient déjà retrouvé l'auteur de ce crime. L'empereur répondit qu'ils avaient vérifié chaque plat et chaque couvert. Ils avaient interrogé tous les ouvriers qui avaient préparé et dressé la table, mais qu'on ne savait encore rien. Lakis a déclaré que c'était très grave et Sa Majesté a ajouté que c'était pour cela qu'il l'avait appelé, pour demander une enquête sur cette affaire. Le souverain annonça avoir reçu sa lettre dans laquelle Lakis écrivait son intention de se joindre à l'Assemblée du palais impérial. L'homme ajouta que personne ne l'aiderait autant. Le duc de Lakis demanda à l'empereur s'il était sûr de pouvoir confier une affaire aussi importante à quelqu'un qui ne savait que manier l'épée. Sa Majesté répondit que lui seul pouvait être impartial. L'empereur dit que Lakis sait déjà qu'il n'a pas encore choisi d'héritier. L'impératrice et l'impératrice consort se disputent constamment à ce sujet, et les membres de l'aristocratie seront inévitablement réceptifs aux questions liées au futur empereur, de sorte que leurs décisions seront basées uniquement sur leur intérêt personnel. Lakis se demandait pourquoi Sa Majesté n'avait pas choisi son successeur s'il comprenait tout. L'empereur avait dit au duc qu'il avait besoin d'un homme comme lui. Sa Majesté ajouta que pour l'instant, il demandait simplement de l'aide, mais que si le duc refusait, il devrait le faire par ordre. Lakis répondit qu'il serait heureux d'aider. Après tout, son devoir était de servir l'empereur. Le duc promit à Sa Majesté de faire tout ce qui était en son pouvoir. L'empereur dit à Lakis que son père serait fier de lui. Lakis décida qu'il devait d'abord rencontrer son complice. Pénélope informa la princesse Alexandra que le duc d'Ornus souhaitait la remercier pour son hospitalité passée. La princesse Alexandra demande au duc Lakis comment il avait réussi à pénétrer dans son palais. Lakis répondit que cette fois, il était plus malin qu'elle. Après tout, alors qu'elle réfléchissait à la manière d'organiser une rencontre avec lui, il vint la voir en personne. Le duc lui dit qu'il avait eu de la chance d'obtenir une chambre au palais impérial, non loin du palais de Gênes. Alors, quand il vit sa servante, il lui demanda immédiatement de le conduire chez elle. Alexandra lui dit qu'il devait trouver un moyen de communiquer à l'avenir. Lakis suggéra d'échanger des lettres par l'intermédiaire de ses servantes, supposant qu'elles étaient au courant de ses projets. La princesse répondit qu'il se trompait, car elle ne leur faisait pas encore vraiment confiance. Le duc dit qu'elle était encore plus intelligente qu'il ne le pensait. Il demanda ensuite à Alexandra quand elle comptait annoncer ses plans aux domestiques. La fille répondit qu'elle n'avait pas encore pleinement confiance en son entourage. De plus, elle n'avait encore trouvé personne en qui elle pouvait avoir confiance. Lakis demanda « Et lui ?» et sourit gentiment. La princesse répondit qu'elle parlait d'une femme. Sandra savait qu'un jour, elle sauverait une fille en qui elle aurait confiance. Le duc réfléchit un instant et dit que, dès leur première rencontre, il avait cru qu'elle connaissait l'avenir. La jeune fille répondit qu'alors elle n'aurait pas fait le mauvais choix. Si elle connaissait vraiment l'avenir, elle n'aurait pas fait ça, ce qu'elle regrette profondément. Lakis disait que la vie serait ennuyeuse si quelqu'un connaissait son avenir.
La jeune fille répondit qu'il ne dirait pas cela s'il avait vécu quelque chose de terrible. Le duc répondit qu'il ne la connaissait pas assez pour la contredire. Mais Lakis lui demanda de ne pas faire comme si elle savait pertinemment ce qu'il avait vécu. Si elle connaissait tous les détails horribles de la vie des autres, elle ne dirait pas ça. Par exemple, pour lui, son passé est aussi douloureux que si on lui avait arraché la peau. Et si elle l'avait su, elle aurait peut-être dit que son passé n'était pas si terrible. Il ne comprenait peut-être pas non plus à quel point c'était difficile pour elle. Le duc demanda donc à la princesse de ne pas juger les autres, car elle-même avait vécu quelque chose de terrible. Alexandra baissa la tête et dit qu'elle comprenait. Puis, le duc sourit et annonça qu'ils avaient laissé tomber la question et suggéra de faire passer les lettres à la bibliothèque. La fille dit que dans la 9e bibliothèque de la rangée P, il y avait un livre rose sur la 6e étagère en partant du haut. Il n'y avait qu'un seul livre rose, donc il serait facile pour lui de le trouver. Lakis dit qu'elle connaissait bien le palais impérial pour quelqu'un qui n'était ici que depuis 1 mois. La princesse répondit qu'elle ne le connaissait pas si bien que ça. Elle a ajouté que c'était tout simplement le seul livre qu'elle avait lu le mois dernier. En fait, c'était son seul livre des 6 dernières années. Le duc dit qu'il irait à la bibliothèque tous les lundis à 15 heures. Puis, la jeune fille dit qu'elle y irait à la même heure, mais seulement le mercredi. Lakis sourit et la princesse Alexandra lui demanda pourquoi il était venu au palais impérial. Le duc répondit qu'il avait été invité par l'empereur. Le jeune homme déclara qu'il enquêterait sur l'attentat contre l'impératrice consort. Sandra expliqua qu'elle pensait que Sa Majesté lui confierait cette affaire. Elle ajouta que l'empereur ne pouvait compter que sur lui dans cette situation, car d'autres ne seraient pas sincères. La jeune fille demanda au duc s'il pouvait aider l'empereur. Lakis répondit qu'il ne pourrait retrouver le meurtrier qu'avec son aide, car il était un étranger ici. Il demanda ce qui s'était passé au petit déjeuner lorsque l'impératrice Vincentia avait été empoisonnée. Alexandra dit qu'ils discutaient, puis l'impératrice se mit à tousser du sang et tomba à terre. Les médecins de la cour accoururent et informèrent l'empereur qu'il s'agissait d'un empoisonnement. L'empereur était furieux, et les servantes de Vincentia la portèrent dans la pièce. L'impératrice Telsia ordonna à ses servantes de nettoyer soigneusement la salle où se déroulait le repas. Lakis interrompit brusquement son récit et demanda laquelle des impératrices elle choisirait. Alexandra répondit qu'elle n'avait pas compris sa question. Le duc a expliqué que depuis l'Antiquité, les peuples s'unissent pour renverser leur ennemi commun, car c'est beaucoup plus efficace de cette façon. Et parce qu'elle veut faire du 3e prince empereur, elle devra faire équipe avec l'une des impératrices afin de destituer l'autre. Après cela, elle pourra affronter la personne avec laquelle elle s'est alliée. Après tout, sa situation actuelle ne lui permet pas d'affronter 2 impératrices simultanément. C'est pourquoi Lakis lui demanda qui elle choisirait, l'impératrice Telsia ou l'impératrice consort Vincentia. Alexandra répondit qu'il le savait, car il avait son propre avis sur la question. Lakis répondit que son avis n'était pas si important, car il n'était que son complice. La princesse dit qu'elle s'unirait à l'impératrice Telsia. Tout d'abord, elle-même veut éliminer l'impératrice Vincentia, et elle le fera, malgré le fait qu'après cette tentative, tout le monde sera encore plus attentif. Deuxièmement, l'impératrice consort Vincentia, mère du premier prince, qui, selon les règles, devrait être enlissée pour le trône, mais la décision appartient toujours à l'empereur. Alexandra demanda au duc pourquoi il avait interrompu son récit. Lakis répondit que la suite de leur conversation dépendait de sa décision. Puis il retourna à son petit déjeuner. Le duc rappela à la princesse que l'impératrice Telsia avait ordonné à ses serviteurs de nettoyer la salle après cet incident, donc personne ne savait s'il y avait des preuves de son implication dans l'empoisonnement. La princesse Alexandra a déclaré que l'impératrice était très intelligente et qu'elle s'adaptait donc très bien à la situation. Lakis a ajouté que chacun avait ses défauts, et l'impératrice Telsia a un faible pour la flatterie, car elle aime bien s'habiller et prend soin de son apparence, car elle occupe une position élevée dans la société. Alexandra dit que c'était la seule chose qu'il pouvait utiliser contre elle. Lakis lui demanda si elle serait à la hauteur. Sandra répondit que c'était sa vengeance et qu'il était son assistant. Le duc Lakis a déclaré qu'il devrait y avoir des concessions mutuelles dans leur relation, car il a lui aussi des raisons de se venger. Après tout,
Il aspire à la vengeance depuis 12 ans. Le jeune homme avoua son mépris pour l'empereur et l'impératrice et chercha donc à s'emparer du trône. La jeune fille lui demanda pourquoi il lui déplaisait tant. Laquis dit qu'il lui dirait certainement tout, mais seulement après avoir appris pourquoi elle détestait tant son mari. Il ajouta que c'était elle qui avait demandé le prince en mariage. Le duc dit à la princesse qu'il ne comprenait absolument pas pourquoi elle méprisait son mari, s'il était tout à fait naturel de l'aimer. Alexandra répondit que ce n'était pas encore le moment de le lui dire. Le duc Laquis a déclaré ressentir la même chose, car la confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Mais la princesse Alexandra a affirmé lui faire confiance. Le jeune homme lui demanda pourquoi elle avait dit cela. Il pensait qu'elle ne voulait pas parler de sa haine pour le troisième prince, car ils ne se connaissaient pas depuis assez longtemps. Sandra répondit qu'il ne s'agissait pas de lui faire confiance, il s'agissait de sa vie personnelle et qu'elle avait donc besoin de temps. Laquis lui demanda alors pourquoi elle lui faisait confiance. Lexie répondit au duc qu'elle lui faisait entièrement confiance, car il ne semblait pas être le genre de personne à la trahir après qu'elle ait promis de le faire empereur. Le duc Laquis lui demanda si elle craignait qu'il ne la trompe et ne la tue une fois qu'il aurait obtenu ce qu'il voulait. Alexandra répondit que c'était pour cela qu'elle voulait devenir impératrice. La jeune fille a dit qu'elle pensait qu'il ne la tromperait pas. Laquis a répondu que oui, mais que ce n'était pas pour des raisons personnelles ou son statut social. En fait, il craint qu'ils découvrent leurs secrets respectifs et puissent les révéler si l'un d'eux les trahit. La princesse a dit que ce ne serait pas bien. Après tout, chacun d'eux avait misé gros. C'est pourquoi la jeune fille assura au duc qu'elle ne le trahirait pas par égoïsme. Le duc Laquis suggéra alors à la princesse Alexandra de ne pas avoir de doute l'un sur l'autre pour des bagatelles, car ils avaient un objectif commun auquel ils devaient prêter attention. La princesse reconnut que c'était le plus important pour le moment. Sandra ajouta qu'il n'aurait pas avoué s'il avait prévu de s'emparer du trône et de l'abandonner, car c'est le genre d'homme qui ne prévient jamais ses ennemis. Laquis a dit que leur relation était très intéressante et a ajouté qu'il n'aurait jamais pensé qu'ils pourraient se faire autant confiance. Lexie lui a demandé s'il lui faisait confiance. Le duc répondit qu'il lui faisait entièrement confiance et sourit. La princesse Alexandra rétorqua qu'ils perdaient leur temps en bavardages inutiles. Son Altesse demande au duc d'Ornus de retrouver rapidement le voleur qui avait tenté d'assassiner l'impératrice consort Vincentia. Le duc répondit qu'il ferait tout son possible. Le duc Laquis intervint immédiatement après avoir reçu l'ordre de l'empereur d'enquêter sur l'affaire. Tout son entourage affirma que Sa Majesté avait fait le bon choix. En même temps, tout pointait du doigt l'impératrice Telsia. Elle-même refusait d'admettre sa culpabilité. Elle disait que si elle voulait tuer quelqu'un, ce ne serait certainement pas de façon aussi insensée. Telsia demanda au duc d'Ornus pourquoi il avait amené des hommes en uniforme dans sa chambre. Le duc s'excusa et répondit qu'il suivait les ordres de Sa Majesté. L'impératrice affirma qu'il essayait de la dépeindre comme une femme terrible qui voulait tuer l'impératrice consort. Laquis répondit qu'il menait simplement une enquête. Pour ce faire, il est donc nécessaire d'inspecter sa chambre. Le duc expliqua que dès que l'impératrice Vincentia fut emmenée, Sa Majesté ordonna à ses servantes de tout nettoyer minutieusement. Et c'était la seule preuve susceptible d'aider l'enquête. Telsia était furieuse contre elle-même. Tout ce qu'elle désirait, c'était ne plus voir de sang. Lorsque la chambre de l'impératrice fut fouillée et que rien ne fut trouvé, le duc Laquis s'excusa auprès de Sa Majesté pour l'avoir dérangée et dit qu'il était heureux qu'il n'y ait plus d'accusation contre elle. Il semblait à Laquis que l'impératrice Telsia n'était pas à blâmer dans cette affaire, à en juger par son comportement, même si elle n'aurait pas hésité à rester la seule impératrice du palais. Le lendemain, la servante de l'impératrice Telsia stupéfia Sa Majesté en annonçant la comparution d'un témoin. L'une d'elles avoua avoir empoisonné l'impératrice Vincentia sur son ordre. Telsia était très en colère et pensait que Vincentia avait spécialement soudoyé sa servante et qu'elle avait elle-même pris la nourriture empoisonnée, mais en telle quantité qu'elle ne mourrait pas. Et comme l'impératrice consort savait que Telsia n'aimait pas le désordre, elle était sûre qu'elle ordonnerait immédiatement aux servantes de tout enlever, même les preuves importantes. Le duc d'Ornus se présenta auprès de Sa Majesté avec des soldats. Elle demanda qui témoignait contre elle. Laquis répondit que cela n'avait aucune importance. Il ajouta que l'empereur était en colère et que sa situation actuelle n'était pas enviable.
Telsia répondit qu'elle le savait bien elle-même et demanda si elle serait retenue. Le duc de Lakis déclara qu'il avait un grand respect pour Sa Majesté, mais l'empereur avait ordonné son assignation à résidence. Le duc demanda à l'impératrice de supporter ses désagréments jusqu'à ce qu'elle soit reconnue innocente. Telsia était assise dans sa chambre et réfléchissait au fait qu'elle avait versé tant de sang pour atteindre le sommet de l'Empire et maintenant elle allait mettre fin à ses jours de manière si insensée. Lorsque la servante lui apporta son dîner, Telsia demanda qu'on appelle l'épouse du troisième prince. Alexandra ne fut pas surprise, car elle avait besoin d'aide. L'impératrice Telsia demanda à la jeune fille de s'asseoir à côté d'elle et lui dit qu'elle n'avait pas fait ce dont on l'accusait. Alexandra répondit qu'elle croyait Sa Majesté. La princesse dit à l'impératrice que Sa Majesté avait tout ce dont elle pouvait rêver et qu'elle ne ferait donc rien de tel. Telsia répondit que le prince Cléo avait beaucoup de chance avec sa femme. La princesse Alexandra lui demanda si elle pouvait l'aider d'une quelconque manière. Telsia répondit que si elle prouvait son innocence, toutes les fausses accusations portées contre elle disparaîtraient. Mais l'impératrice Telsia ajouta qu'alors la princesse Alexandra ferait de l'impératrice consort son ennemie, car elle croyait qu'elle avait organisé l'attentat contre sa vie. Telsia demande à la jeune fille qui elle choisirait, elle ou Vincentia. Alexandra répondit qu'elle avait déjà fait son choix en arrivant ici, dans sa chambre. Telsia demanda alors à la princesse de dire lors du procès, qui allait bientôt avoir lieu, qu'elle avait vu la servante ajouter du poison dans l'assiette de Vincentia sur son ordre. L'impératrice demanda à la jeune fille ce qu'elle voulait en échange de son témoignage. Alexandra répondit que cela lui suffirait pour que les fausses accusations portées contre Sa Majesté soient retirées. Telsia dit qu'elle était très gentille, mais que de telles personnes ne survivent pas au palais, alors elle avait besoin d'avoir des désirs. La jeune fille répondit qu'elle en avait, mais qu'elle voulait juste aider. L'impératrice ajouta qu'elle avait l'habitude de remercier les gens pour leur aide et que sa récompense attendrait donc la princesse plus tard. Elle lui demanda ensuite de partir pour ne pas éveiller les soupçons. Alexandra remercia Sa Majesté et partit. En descendant le couloir, Sandra sourit et se demanda si son projet allait se concrétiser.